تقرق ثبور ثقرد النسرق ويسن ما تقول غتذكرق تقبيلي في يدي السول النار ولي وكوت السردق سرت الصدق أسيسق الفدق تقبيلي في يدي السول النار تقبيلي تدبريد مثل اللي أوين ورنكزي يجزو خاس يسون ضارت يالي يدمي من غدو السوم أفتو بيرت تفكايت العالم على التيزي والسوم ولا تنكزي كذكرى أفردي ذكت نجرى تغري تلالاتي ذكرى تقبيلي تدير السولنا ثقودينا زويت ما تكسد يا نصف سلم وثما توسد تجينا وذس ورفن فسد تقبيلي تدير السولنا تقبيلي تتفريد نتللين هاوي نور نكسي يجيزون خاس يساونا ضار ديالي تيدمي من غدو السوم خافتو بيرت ذفقايت العالي ذاتيزي والسوم أزول فلاونا كويث شي طاحن تسوسمية وما تزمر ما تخيمة ولا شغليف أزول
bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Je suis très heureux de recevoir le président du GPK, Mas Farhat Mahannir. Mas Farhat Mahannir, نشوف يسك أرضاقينيا. نشوف monsieur Zirem, نشوف يسون كنا. Voilà, je vais commencer ce café littéraire par lire quelques phrases de l'un des livres de M. Farhat Mahannir, Le siècle identitaire. Aujourd'hui, symboliquement, je viens de tracer la voie qui, j'en suis convaincu, mènera le peuple kabyle et à travers lui tous les peuples qui se trouvent dans son cas vers la liberté. Diabolisé par le régime algérien, dénoncé par ses adversaires kabyles encore inconscients, je chemine à travers l'histoire, guidé par le seul devoir envers la Kabylie. Quels que puissent être les aléas de son parcours ultérieur, désormais, c'est dans le sens de la liberté que mon peuple ira, comme l'avait déjà prophétisé Mouloud Mamri dans Actes. Farhat Mahannir, tu viens de déposer donc un mémorandum au siège de l'ONU le 28 septembre dernier. Le livre qui devait sortir aujourd'hui, qui sortira dans quelques jours, intitulé Kabylie, mémorandum pour l'indépendance. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre n'est pas le mémorandum. D'accord. C'est un livre qui accompagne le mémorandum. Et il est composé de deux parties complètement distinctes. La première partie est adressée à l'international, notamment aux chancelleries et aux classes politiques, aux géostratèges en général, pour expliquer la démarche de la Kabylie et, dans un premier temps, pour abattre les appréhensions que peut susciter la démarche de l'exercice d'un droit à l'autodétermination. Sachant que le droit à l'autodétermination est nécessairement, s'accompagne généralement par la naissance d'un nouvel État sur la scène internationale et donc par chambouler la géopolitique, les frontières existantes. Or, le monde tient à la stabilité. Il ne veut pas voir proliférer des États. Il pense que c'est ingérable. Donc c'est pour répondre un peu à toutes les questions que l'on peut considérer comme étant légitimes de leur point de vue que j'ai fait ce livre. Donc cette première partie s'adresse aux étrangers. Parce que déjà au Kabyle, il y a certains qui leur font peur en disant oui, ils vous disent on va aller vers l'indépendance, mais l'indépendance on ne peut pas l'avoir sans la guerre. Et je démontre à travers ce livre qu'il n'y aura plus de guerre de libération nationale. Les guerres de libération nationale sont consubstantielles à la colonisation européenne et c'est la violence de la colonisation suivie par la violence de la Seconde Guerre mondiale, la première et la Seconde Guerre mondiale, qui a induit la violence des guerres d'indépendance. Aujourd'hui, on le voit à travers le monde, la plupart des pays qui naissent aujourd'hui, qui aspirent à naître, n'usent plus de violence. Le temps des guerres d'indépendance est révolu à partir des années 60. À partir des années 70, toutes les guerres engagées ont pratiquement été perdues, à l'exception de l'Érythrée et du Timor-Leste. Sinon, vous avez la guerre du Polisario, vous avez l'OLP en Palestine, vous avez l'ETA en Espagne. Bref, tous ceux qui ont pris les armes, cela s'est avéré être une impasse et un échec. On le voit même avec le PKK en Turquie. Donc la violence n'est plus source de légitimité pour les nouveaux États. Elle n'est plus source de légitimation de la naissance des États. Donc la violence a été élevée, l'exercice de la violence, ou le droit à l'exercice de la violence a été élevé à un rang supérieur à celui des grandes puissances. D'ailleurs, vous avez vu, Saddam Hussein croyait que le fait accompli allait mener à sa reconnaissance quand il a envahi le Koweït.
Donc le fait accompli n'a pas été accepté. On a vu le MNLA en Azawad. Il croyait que la violence allait être validée par le fait accompli. Ça n'a pas été le cas. Donc, par contre, même il n'y a que les grandes puissances, soit la Russie, soit les États-Unis, qui sont fondés pour le moment à l'usage de la violence en tant que gendarme, en tant que acteur bipolaire de la vie internationale. Donc, quand les États-Unis essayent de s'impliquer quelque part, eux, en plus de ce droit, de cette violence qui n'est plus légitime, il a l'obligation de se référer à son opinion interne. Oui. Si l'opinion publique n'est pas d'accord pour engager une guerre des États-Unis quelque part, eh bien la guerre n'aura pas lieu. Très bien. Monsieur Ceci juste, c'est oui, un bien point sûr. parmi d'autres. Très bien, très bien. Et donc, après le dépôt du mémorandum, est-ce qu'il y a eu des réactions ici et là? Pour le moment, il n'y a des réactions que d'hostilité de la part des Algériens. Sinon, les chancelleries, il y en a qui ne l'ont pas encore reçu, donc on attend de le publier sous forme de livre. Donc il y aura 2 livres, il faut le savoir. Il y aura le mémorandum qui sera disponible d'ici 15 jours, 1 mois maximum. Il y a le livre d'accompagnement du mémorandum ou qu'il précède pour le moment dans sa publication. Donc nous n'avons pas de réaction, sauf hier encore, le 27 octobre, ça fait pas longtemps, avec la rituelle passe d'armes maintenant entre le Maroc et l'Algérie, le représentant marocain a de nouveau rappelé à l'Algérie que demander le droit à l'autodétermination du Sahara occidental est en même temps en contradiction avec l'opposition au droit à l'autodétermination du peuple kabyle et de la Kabylie. Très bien. Tu suis certainement ce qui se passe en Catalogne. Alors, quel est ton commentaire sur justement ce qui se passe dans une démocratie, entre guillemets, qui est l'Espagne, et sous l'œil aussi de cette Europe qui essaye de nous raconter qu'elle s'intéresse énormément aux libertés, à la dignité des peuples. Alors qu'on vient de voir que des responsables politiques catalans qui n'ont fait que de la politique, qui n'ont jamais été dans la violence, ont été arrêtés. Je rappelle un point de vue purement politique. Nous, en tant que gouvernement provisoire kabyle, nous avons reconnu et nous reconnaissons pour de bon l'indépendance de la Catalogne. C'est un point sur lequel nous ne reviendrons jamais. La position de l'Espagne est rétrograde. J'ai lu et j'ai entendu énormément d'Espagnols ou de pro-Espagnols, de pro-Espagne, dire qu'il fallait respecter l'état de droit. C'est quoi un état de droit? Un état de droit est celui qui respecte, c'est vrai, ses propres lois, mais aussi qui respecte le droit international. Or, ils disent que dans la Constitution espagnole, il n'y a pas de clause parlant de l'autodétermination des peuples qui font l'Espagne. Donc, on ne peut pas exercer un droit référendaire dessus. Ceci veut dire quoi? Cela veut dire que la Constitution espagnole est scélérate, puisqu'il ne prévoit pas le cas de l'exercice du droit référendaire par les peuples qui la constituent. Regardez l'Italie à côté, la Lombardie et la Vénétie viennent d'organiser un référendum pour l'autodétermination. L'Italie ne s'est pas opposée pour autant. Donc c'est la Constitution espagnole qui va être révisée nécessairement. L'indépendance de la Catalogne est irréversible. Maintenant que la Cour constitutionnelle espagnole a décidé d'abroger
l'indépendance, l'acte d'indépendance de la Catalogne. Il va faire quoi? Elle est en train de s'attaquer à l'économie espagnole, à l'économie catalane. Si l'économie catalane est détruite, déjà l'Espagne n'a pas une bonne économie. Si en plus il s'attaque à l'économie catalane, qui peut être, même en étant de Catalogne, avec une Catalogne indépendante, l'économie catalane va entraîner nécessairement vers le haut l'économie espagnole. Donc l'Espagne est en train, économiquement, de se tirer une balle dans le pied. Deuxièmement, maintenant que la Catalogne a décrété son indépendance, on va faire quoi? On va mettre des soldats dans chaque maison pour les obliger à aller quelque part, mettre des policiers. Ça ne fonctionne pas. Au contraire, les Catalans se sont mobilisés pour bloquer tous les accès aux frontières de l'Espagne à partir de la Catalogne. Il y a un peuple mobilisé. On ne va pas mettre tous les Catalans en prison. Il n'y a pas de prison pour les porter. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la réaction de l'Union européenne, des États-Unis, de la France qui prennent les libertés? Comment peut-on dire à un peuple « tu n'as pas le droit d'être libre » C'est du fascisme. C'est vraiment du déni de droit à un peuple, du déni de droit d'existence ou d'exercer un droit. Comment se fait-il que... Bon, nous comprenons que l'Union européenne, telle qu'elle est conçue, va vers son échec, puisque c'est le syndicat des États et non pas la fédération des peuples. Donc nécessairement, l'Europe devra se reconstruire un jour sur d'autres bases que celles qui sont les siennes aujourd'hui. Mais en plus, les Français croient qu'ils ont un problème de contagion immédiat. Si les Catalans ont leur indépendance, le territoire catalan vient jusqu'à Perpignan. Donc, il y a une partie de la France qui sera remise en cause à un moment ou à un autre. Comme le Pays basque va le demander, bien sûr. Après l'expérience catalane, l'expérience basque va nécessairement enclencher le pas. Et il y a, en Italie, où au moins on permet ces référendums, des choses qui vont évoluer. Il y a l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui... oui, bien sûr. Et, bon, la France a beaucoup de cas. Hein. La France s'est faite par le glaive, hein, et maintenant, on croit que l'école de Jules Ferry a fait table rase du passé et des différences. On se rend compte que même si il y a des Occitans ou des Savoyards qui veulent rester français, ils veulent néanmoins avoir leur propre gouvernement à leur niveau. Voilà. Au moins des fédérations européennes qui vont se créer. Donc l'Europe est en train de faire fausse route. Tous les pays européens qui soutiennent l'Espagne, l'intégrité territoriale de l'Espagne, font fausse route. Parce que rien ne peut empêcher les Catalans d'être indépendants dans l'exercice de leurs droits souverains. Le droit à l'autodétermination est la pierre angulaire du droit international. Si on la casse, on va casser tout le droit international. C'est-à-dire que le plus fort va envahir le plus faible et le dominer sans que ce peuple ou ce pays ait le droit de lever les armes ou de faire quoi que ce soit, puisque c'est la loi du plus fort. Si on casse le droit à l'autodétermination, même les peuples européens peuvent être sous domination d'une puissance étrangère après. Et il y a aussi, Farhat, le cas des Kurdes, les Kurdes irakiens. Donc on fait un référendum et puis tout de suite après, l'armée irakienne, elle occupe au moins une partie du territoire kurde. C'est une injustice. Là aussi, nous avons reconnu l'indépendance du Kurdistan. Nous avons reconnu le droit, en tous les cas, les résultats qui sont sortis des urnes du référendum d'autodétermination du Kurdistan. Et on voit toute l'ambiguïté des enjeux géostratégiques internationaux. Pour abattre le Daesh, les femmes kurdes ont été celles qui ont fait le plus de dégâts dans les troupes du Daesh. Et pour autant, maintenant que ce peuple
donc le monde entier a reconnu la bravoure, a reconnu la détermination à être indépendant, ferme les yeux complaisants devant l'avancée des troupes irakiennes. Or, ces mêmes troupes irakiennes, hein, s'il n'y avait pas les Kurdes, ils n'auraient pas pu se débarrasser du Daesh. Il y a une étape cruciale, une étape charnière dans la vie des nations, dans la vie du monde entier, dans la vie des peuples, de l'humanité. Cette étape est celle de l'émergence du vrai droit à l'autodétermination des peuples. Celui d'il y a 50-60 ans était exercé par de fausses nations. Les vraies nations vont commencer à le faire maintenant. Et c'est dans ce cadre-là que la Kabylie émerge et demande à elle aussi à ce que les instances internationales lui reconnaissent, au moins formellement, ce droit d'être indépendant ou de faire un référendum pour se prononcer sur son avenir. Nous ne sommes pas des dictateurs pour obliger les Kabyles à voter pour ou contre l'indépendance de la Kabylie. Il appartient à chacun, bien sûr, après une campagne électorale, un référendum, de choisir son camp. Il n'y a pas que cela. Je veux rendre hommage à l'Ambazonie, près de Yaoundé, au Cameroun, où la partie anglophone, mais ça ne recoupe pas que de l'anglophonie, a décrété, a proclamé son indépendance au moment où la Catalogne le faisait aussi. Nous reconnaissons cette indépendance. Il faut que l'Union africaine, qui est à la traîne du monde entier, des organisations régionales internationales, doit faire son examen de conscience. Je sais qu'il n'est fait que des dictateurs aujourd'hui. Nous devons recréer en Afrique une organisation des peuples qui transcende et qui met hors la loi cette structure qui aujourd'hui est celle de l'esclavage des peuples d'Afrique. Justement, Farhat, il y a un élément qui peut aider la Kabylie dans sa quête de liberté et de dignité aussi. C'est un lobby kabyle en France. Pourquoi est-ce qu'on peine à avoir ce lobby? Pour la simple raison que l'histoire de l'immigration kabyle est chaotique. Elle a subi des mutations qui la rendent difficile à structurer. Jusqu'en 1970-75, l'immigration kabyle était surtout masculine. À partir du regroupement familial, en 1975, la donne a complètement changé. Quand il n'y avait que l'immigration masculine, les Kabyles se regroupaient par village dans des hôtels et dans des régions, dans des coins de Paris et de la région parisienne ou d'autres villes encore, comme Longwy, comme Marseille ou je ne sais pas. Et il y avait de la solidarité. C'était cette immigration qui a fait le 17 octobre 1961. C'était une immigration structurée et les cotisations étaient obligatoires. Et quand on a dit, à l'époque on disait aux Algériens, mais c'était les Kabyles, on leur a dit de sortir le 17 octobre, malgré l'interdiction de la police, ils sont sortis en masse, il y a eu un massacre. Voilà. Maintenant, à partir de 1975, il y a le regroupement familial. Les Kabyles ne se retrouvent plus dans les cafés qui étaient leur lieu traditionnel de sociabilité. Chacun s'occupe de sa famille, de ses enfants. Le poids, le fardeau est plus lourd sur leurs épaules et donc ils se sont isolés. En plus de cela, à l'indépendance, il y a eu déjà fracture entre les Kabyles. À l'indépendance de l'Algérie, la Kabylie a engagé une guerre contre Ben Bella et l'Algérie officielle. Donc il y avait les Kabyles qui restaient fidèles à la ligne kabyle et ceux qui étaient tentés par le sérail qui, par les honneurs et l'argent, ont préféré de devenir des pions et des armes contre leurs propres frères kabyles. Et donc il y a eu fracture de la société kabyle et il y a eu méfiance.
Et en 1980, quand il y a eu le printemps berbère, toute notre action, toute l'action de l'immigration, l'élite de l'immigration kabyle, était orientée vers la Kabylie. Comment se faire l'écho de ce qui se passait là-bas. Mais entre-temps, les générations, de nouvelles générations de Kabyles naissaient ou arrivaient très jeunes en France et personne ne s'en occupait. Et c'était les islamistes en général, les baptistes en général, qui les ont pris en charge. Quand il y a eu la démocratisation, le fait qu'il y ait eu deux partis politiques, le FFS et le RCD, quand quelqu'un essaie de structurer les Kabyles, l'autre lui pose des problèmes. De part et d'autre. Donc, cette immigration n'a pas trouvé de stabilité. Il a fallu le drame du printemps noir, d'abord l'assassinat de Matoum Younes, pour voir enfin les Kabyles de nouveau fédérés autour d'un drame. Et en 2001 également. Et comme l'affaire de l'Arrache a été un fiasco, si l'on peut dire, sur le plan politique, c'est difficile pour le MAC d'arriver derrière et de dire « Moi, je ne vais pas trahir, moi, je ne vais pas faillir. Tout ce qu'ils ont fait les autres, c'est du pipeau. Nous sommes sûrs, qui va nous croire ?» Donc, acquérir la confiance de son peuple requiert du temps. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'inventer d'autres méthodes pour empêcher les fractures qui sont souvent superficielles? Est-ce que l'histoire ne nous interpelle pas tous? Nous sommes tous interpellés. Maintenant, il y a sûrement du dialogue et de la concertation à avoir, de la méthode justement, pour que l'on fasse une sorte de minimum syndical entre les différents acteurs kabyles. Nous ne sommes pas des ennemis entre nous, mais nous pouvons nous respecter dans ce que nous sommes. Voilà. Avec toutes les différences que les uns et les autres peuvent avoir, n'est-ce pas? Tout à fait. Ceci dit, sachez que il y a nécessité d'entente, de compromis entre les uns et les autres, mais il y a aussi une sorte de respect du poids de chacun. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui va... En tous les cas, s'opposer à la liberté de la Kabylie n'est pas une bonne chose. Et je pense que la plupart des acteurs kabyles, les acteurs politiques, et c'est ce que je dis dans le livre qui n'est pas paru aujourd'hui, mais que vous allez voir, c'est que la plupart des acteurs politiques sont tous il y a unanimité sur la liberté du peuple kabyle. On peut l'appeler comme ça. Oui. Hein? Tout le monde est d'accord sur le fait que la Kabylie doit avoir son droit et sa liberté surtout. Mais il y en a ceux qui la veulent limiter cette liberté et d'autres qui la veulent souveraine. Voilà. Et le dialogue peut s'enclencher. Mais à côté de cela, il faut savoir, et c'est ça la thèse essentielle qu'il faut développer à l'avenir. Ce n'est pas l'Algérie qui colonise la Kabylie. C'est la France qui maintient un système qui fait de la Kabylie un pays dominé. Vous enlevez la France, le soutien de la France à l'Algérie, la Kabylie est indépendante en 2 jours. Justement, s'il y avait ce lobby kabyle en France, la France changerait de partenaire, discuterait avec ce lobby comme Absolument. elle le fait avec d'autres groupes qui sont en lobby. Vous me tendez la à revenir sur un événement ces jours-ci, quand nous avons déposé le mémorandum à l'ONU, un site internet algérien géré par les enfants des généraux nous est tombé dessus en actionnant le PCF qui l'accuse de vouloir toujours garder la France de papa et donc de culpabiliser des acteurs de cette mouvance et pour nous déstabiliser. Et de dire pourquoi le MAC a disposé d'un stand au village international de la fête de l'humanité. Nous avons répondu
Et dans la réponse que nous avons dit à ceux qui ont pris parti contre nous, notamment le directeur de l'Humanité, un certain Bernard Deschamps et un Kabylie Garé, nous leur avons dit de toutes les façons. Nous postulons l'année prochaine également à la gestion d'un stand, à disposer d'un stand dédié à la Kabylie, à la fête de l'UMA. Si nous n'avons pas ce stand, nous appellerons tous les Kabyles de France à sanctionner le PCF pour son refus de nous donner un stand et la voix. Comme si tous les peuples du monde ont le droit à l'autodétermination sauf les Kabyles. C'est du racisme. Voilà. Et une autre question, toujours dans le même prolongement de ce raisonnement-là. Il y a beaucoup de cadres kabyles en France, il y a une élite considérable dans tous les domaines. Souvent, elle ne s'engage pas. Pourquoi elle ne s'engage pas? Nous en avons qui s'engagent de plus en plus. Il y a eu du temps. Je crois que c'est le temps nécessaire pour la maturation de la confiance. Il y a de plus en plus d'élites qui s'engagent. Je ne désespère pas que toutes ces élites rejoindront le combat. Je ne suis pas là pour jeter la pierre. C'est vrai qu'on a dit que les élites n'ont pas joué un grand rôle pendant la guerre d'indépendance déjà de l'Algérie. C'était une révolution paysanne plus qu'autre chose. Nous ne sommes pas là. Mais les élites, il leur faut un cadre idéal pour s'impliquer. Nous n'avons pas encore les conditions de créer ce cadre. Mais pour autant, il y a unanimité en leur sein sur la démarche qui est la nôtre. Ils voudraient juste faire en sorte qu'ils ne remettent pas tout de suite en cause leur gagne-pain. Il y a un problème alimentaire extraordinaire chez nous. Même nos grands investisseurs n'arrivent pas à franchir le pas parce qu'ils ont tous des intérêts liés au régime et le moindre soupçon d'acquaintance avec nous déclencherait automatiquement des redressements fiscaux, la confiscation de leurs biens et la mise sous faillite de ces éléments. Donc, nous essayons de gérer dans la discrétion au mieux l'ensemble de ces élites-là. Et il y en a qui, de toute façon, collaborent dans le secret, qui nous fournissent des informations, qui nous fournissent des conseils, qui discutent avec nous pour échanger. Donc, soyons rassurés de ce côté-là. Les élites kabyles sont en marche pour l'indépendance de notre pays. Très bien. Je vais parler un peu de la Kabylie d'aujourd'hui. Il y a d'abord un salafisme qui est encouragé par le pouvoir en place. Et puis, il y a aussi une chose dont on ne parle pas beaucoup, il y a une terrible misère sociale. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement et aujourd'hui pour justement contrecarrer, juguler cette misère sociale? Écoutez, la misère sociale nécessite des fonds pour avoir de la solidarité. Nous avons créé le fonds de souveraineté de la Kabylie pour cela. Comme nous avons dans le gouvernement qui va être installé la semaine prochaine, dédié un ministère à la solidarité qui sera mis en place. Il sera chargé d'aider au mieux tous ceux qui sont victimes de la misère sociale. Oui. Voilà. Nous n'en avons pas les moyens, nous le disons tout de suite, tout de go. Mais nous appelons à la solidarité à chaque fois que c'est nécessaire. C'est quand même bizarre et même scandaleux qu'un enfant atteint de leucémie vienne ici en France récolter des dons privés pour se faire soigner, alors que les enfants de généraux, pour le moindre bobo, sont envoyés dans des cliniques officielles, prises en charge en 4 étoiles. Donc voilà, nous travaillons pour cela. Mais il n'y a pas que ça comme problème de la Kabylie. Bien sûr, les problèmes sont malheureusement pluriels. Est-ce qu'on peut donner la parole à la salle pour quelques questions? Je sais que tu es un peu souffrant. Est-ce que c'est possible ou bien est-ce que je continue moi-même avec quelques questions et qu'on arrête?
Demandez à la salle de tout. Mais disons qu'on reste encore un quart d'heure encore. Oui, voilà. Alors, quelques questions, s'il vous plaît, assez courtes pour Farhat Mahani. Voilà. Qui veut poser une question? Oui. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui craignent qu'est-ce qu'ils remontent quand la Kabylie sera indépendante. Merci. Il y a actuellement, dans le nouveau gouvernement et autour du Premier ministre, une équipe qui travaille sur l'élaboration d'un budget de la Kabylie, de telle sorte à voir ce qu'elle produit aujourd'hui et ce qui lui est rendu par l'État algérien. On voit que c'est de l'exploitation pure et simple de la Kabylie. C'est la Kabylie qui nourrit l'Algérie, ce n'est pas l'Algérie qui nourrit la Kabylie. C'est ça qu'il faut savoir. Vous enlevez l'Algérie, la mainmise de l'Algérie sur la Kabylie deviendra une Suisse ou une Californie, quelque part. Donc, nous avons tous les éléments nécessaires pour avoir une économie rayonnante. Nous aurons des soutiens internationaux, des capitaux internationaux qui vont venir investir. La Kabylie est riche d'abord de ses enfants. L'intelligence est la meilleure richesse de la Kabylie. Mais elle n'est pas dénuée. Elle ne manque pas de richesse naturelle. Que ce soit l'eau, que ce soit le pétrole, que ce soit le chênaiage, que ce soit le tourisme, que ce soit l'agriculture, la Kabylie a toutes les richesses nécessaires. Elle va exporter autant de l'intelligence que de la technologie que des produits de sa richesse naturelle. Ah, Zuzou, tu connais. Oui, oui, vas-y. Les militants. Ouais. J'avais des amis, ils ont été arrêtés. Moi, j'entendais les a menacés de travailler, de voyager, de ne rien faire dans notre pays. Je suis là, je suis إمغنسن إلاندي ثموت نثنيني دافوذ نثنيني تسكريت نثنيني ديسا نمسوب فراني معان إثقبايليس نثنيني تقابلن أعداو يفسن دي المون لاش يقرروا يتشور تسير كانت للي وكيني في اللغ انحرب في اللسن. Nous venons de mettre sur pied un ministère dédié aux droits de l'homme. Ce ministère, présidé par Madame Sakina Al-Slimane, Sakina Ahmed aussi, qu'on l'appelle, voilà, pour justement tisser un réseau de relations avec toutes les organisations internationales qui défendent les droits de l'homme et les droits politiques de chaque peuple. Donc, nous pouvons, à chaque fois qu'il y a, jusqu'à présent, tout critique soit fait au الحبس دين سيول يسوفوغد أين إلا ويرنا مم يبوليسن يمسلتا قرنسن أمك تقول كني كنت طفل تاني كان دي سيول ولكن يسوفغسن العقل تقول هيك وننا يسن يعني كيس إي مغنسن إي بلي ورسعين دا شارع وقاذن ورجينا نجيون على يروحنا الحبس وين يروحنا الحبس اني لي يدس اني لي تواشولتيس ورجيني ونثيج ثيس ناس هاد السيوله هاد راه في غرام ايفو قاطوين يقبايليين كالملان غاس ماشي دي قبايليين يوكن ما الا كرباس الا مغناس راه يعدين دي شرع غاف سلوفا تسرتانت نتللين تقبايليت هذي لين غير ثماس أنت كاس لاقيني كثير دي فرغام يوكن يبقى توصل يقرا غلنن دويد أرايلين أدقرني منسن ما لا إلا وقت صدفن غالحبس الساقي ذا السيقود كان يساقودن تيدت غلقن تيحونا إي مغنسن أيا قيني كاس
c'est de l'injustice, c'est de l'arbitraire. Et à Guinée, nous ne pouvons que le dénoncer auprès des instances internationales. L'ANWID استخرم دي الخدمة. ثقاليا وفند une autre arme تكسن les passeports إمغنسن وين راهي سوثر نسيك مغنسن un passeport هذا وين هذا السيرتيفيكات. وغيني كات نكونيا انتاكي الجزائر دي شرع devant la Cour de justice européenne comme devant la Cour pénale internationale, devant toutes les instances qui peuvent aujourd'hui coopérer. Il y a de plus en plus, à l'échelle européenne et à l'échelle du monde, ce qu'on appelle la justice universelle, la compétence universelle des tribunaux. Donc là où il y a un militant, à chaque fois qu'il y a un militant qui est blessé, et là où il y a des Kabyles qui sont parents ou qui sont proches de lui, quelque part dans le monde où il y a compétence universelle pour connaître des crimes, de déposer plainte au sein de cette justice-là. Et bientôt, nous allons actionner aussi en France bien des procès contre des personnes et des personnalités du régime algérien à partir d'ici en France. والتساقدوث أقلق ذاكيم ولا شوالا يروحنا الحبس ولا شوالا يركون دي الحبس ولا شوالا يجينا لويس نكوني نسوتور ستلويث إذا أزرف بفراني مان أزرف فاقي يون ولا غيتي تكسرها أدقرا إيثي كنت النظام ثغرين إي مسولتا إيوكن وخدمنا لا الزور دقويث مثل نسن دقويرا ونسن السدوياض أزكى ذا ونسن راه يخدم ما خدمنا كنيا ويرنا ثمور تقبيلي الشفو تساقرون ثنميرت Sur ce, donc on termine cette rencontre.